Un jour, l'idée peut germer d'aller faire son métier ailleurs. Mais est-ce vraiment un projet réalisable, à la portée de toutes et tous? À partir de l'expérience qui est la sienne, Magali nous permettra durant notre entretien d'ouvrir des portes pour imaginer des perspectives professionnelles à l'étranger par l'intermédiaire de la MLF, Mission laïque française. Bienvenue Magali. Merci de m'avoir invitée. Depuis Rabat au Maroc, Oui, c'est ça. un entretien international, super. Dis-moi, tu nous décris en quelques mots ce que sont tes conditions de travail actuelles et d'où tu es partie. Alors bonjour, moi je suis enseignante, au lycée français André Malraux, de Rabat depuis maintenant 2 ans et demi. Donc c'est ma première expatriation puisque auparavant, j'étais enseignante, en Haute-Savoie, voilà, dans une toute petite école de montagne, une petite école, rurale avec 3 classes. Voilà, donc là, j'arrive dans un établissement, beaucoup plus gros. J'ai une classe de CE1, en fait, depuis que je suis arrivée, avec 3 autres collègues puisqu'il y a 4 CE1, dans l'école. Voilà, donc les conditions de travail, sont différentes, en tout cas, par rapport à la taille de l'établissement. On a environ 100 élèves de CE1, et à peu près 800 élèves, sur toute l'école, primaire. Une grosse école primaire donc. Voilà, donc une grosse école primaire, voilà. Dis-moi, et les conditions de vie? Allez, tu à Rabat, fais-nous rêver parce que je pense que partir à l'étranger, il y a quand même un truc un peu de rêve, non? Oui, voilà, nous, c'est vrai qu'on est partis de la montagne, avec un climat, parfois rude, hein, il faut le dire. Et là, en fait, on se retrouve, voilà, à Rabat avec un climat qui est vraiment très, très clément. Donc là, par exemple, aujourd'hui, alors on est en hiver, mais on a un grand ciel bleu, il fait beau. Donc on a vraiment cette chance-là. Nous, en plus, avec, mon conjoint et nos 2 filles, on a décidé de s'installer un petit peu à l'extérieur de Rabat, qui est quand même une grande ville. Donc on a retrouvé ce côté un peu calme et paisible en habitant, à quelques minutes, de l'océan. Voilà, donc on a une maison confortable, à Et quelques kilomètres de Rabat, et voilà. on va parler tout au long de notre entretien des découvertes, qu'amène, le fait de s'expatrier et d'aller à l'étranger et on s'apercevra, que c'est à la portée de bien des enseignants et des enseignantes. Avec le recul qui est le tien, qu'est-ce qui déclenche, soit tout doucement, soit massivement, l'envie d'aller voir ailleurs? Alors, en fait, c'est une envie que j'avais déjà, je crois quand j'ai même commencé, en fait, la formation initiale, à l'IUFM. Bon, ça remonte à quelques années maintenant, mais j'y pense encore et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais déjà participé, en fait, avec d'autres, étudiants à un projet avec, Solidarité laïque et l'IUFM de Bourgogne et on était partis en Tunisie, pendant donc plusieurs fois, en fait, pour, rencontrer, les étudiants, qui, comme nous, en fait, apprenaient leur métier d'enseignant, voilà, dans le cadre de l'école. Hem Et en fait, je crois qu'à partir du moment où je suis arrivée à l'IUFM, c'est vrai que je me suis dit: «Ah, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs». Après, la vie a fait que, voilà, on n'est pas forcément repartis tout de suite, voilà, il y a eu les enfants, enfin, la vie, quoi. Et on a attendu un petit peu avant de le faire, mais c'est vrai que pour moi, c'est resté, en fait, toujours, dans un petit coin de ma tête. Et on a attendu que les conditions soient réunies. Alors pour nous, hein, les conditions réunies, ben, c'était, voilà, que nos filles aient commencé leur scolarité en France, on sentait que tout se passait bien pour elles. Voilà, on avait atteint quelque chose où on se sentait un peu, alors pas dans une routine, mais tout était un peu, voilà, posé et on s'est dit que c'était peut-être le temps de, bah, voilà, de s'engager dans un changement, voilà, de se motiver à faire quelque chose d'un peu nouveau. Une petite graine donc, germée dans un terreau, qui attend bien sagement un déclencheur, la première pluie et du coup, c'est quoi votre déclencheur pour vous? Alors, le déclencheur, peut-être finalement, c'est le Covid, en fait. C'est vraiment à cette époque-là,
on s'est rendu compte, en fait, de par la vie qu'on a eue pendant le covid, que tout était possible. Voilà, en fait, on n'imaginait pas vivre comme ça pendant le covid et c'était et on l'a fait et donc nous, on s'est dit: «Bon, bah, allez, maintenant, il faut se lancer». Je crois qu'on a pris conscience aussi que le temps passait vite et qu'à un moment donné, si on voulait le faire, il fallait pas non plus attendre trop longtemps et encore une fois, l'âge de nos filles a fait qu'on s'est dit: «Voilà, c'est le moment, elles sont pas trop petites, pas trop grandes, voilà, c'était le temps d'y aller». Oui, oui, donc une expérience, hein, du covid, qui nous a fait dire, finalement, on n'a rien à perdre et même pas peur, Exactement. voilà. Oui, Heu, exactement. ouais, ouais et en parlant de peur, alors, pour avoir vécu, l'expatriation, hem, qu'est-ce que tu dirais des peurs qu'il y a eu à lever? Alors, chez toi, chez ton conjoint, chez les enfants peut-être et dans l'entourage aussi? Alors, ouais, en fait, des peurs, c'est vrai qu'il y a eu cette peur, de l'inconnu, hein, de se dire, on ne sait pas où on va, nous, clairement, le Maroc alors moi, j'étais partie en vacances, hein, mais on sait très bien que c'est pas du tout le même contexte de partir, 15 jours en vacances et d'aller y vivre, au quotidien. Donc il y avait un peu cette peur de l'inconnu et en même temps, nous, en fait, c'est ce qu'on recherchait finalement, ce côté un peu, bah, on ne sait pas ce qui nous attend et on a envie justement de vivre avec cet inconnu et cette, voilà, cet engagement de se dire: «Allez, on va vers quelque chose qu'on connaît pas, qu'on maîtrise pas». Ce qui a été un petit peu, délicat parfois, c'était, gérer aussi les peurs, les craintes, de nos proches ou des gens qui sont pas forcément proches, mais en tout cas, qu'on voit un petit peu dans le cadre de notre métier ou, voilà, dans le village. De se dire, bah, à un moment donné, «Oh là là, mais comment est-ce que tu vas gérer, voilà, l'adaptation à une nouvelle culture, à un nouveau climat, le fait d'être séparé de la famille», voilà. Donc tout ça, en fait, c'est des peurs, en fait, des autres, mais voilà, des petites angoisses, qu'on entend quand même, assez régulièrement. Alors nous, clairement, en fait, je pense que toutes ces questions, on se les était, déjà posées, en fait, avec mon conjoint, à se dire: «Bah, voilà, comment est-ce qu'on va vivre, l'éloignement, l'adaptation à la culture?» Donc je pense que quand on se pose toutes ces questions en amont, finalement, quand ça arrive, par les autres, ça glisse un peu sur nous parce qu'en fait, on a déjà trouvé des réponses, en fait, à tout ça. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que finalement ces questions-là, ça fait partie des prémices du projet. C'est déjà le début de la construction du projet et du coup, comment on construit? Entre l'idée, la le truc, en sous-main là qui travaille, l'envie de l'étranger et puis, à un moment, un déclencheur, là, le covid qui nous fait dire que c'est maintenant ou jamais, hein, parce que de toute manière, tout est tellement incertain, qu'il faut y aller, il faut avoir peur de rien. Cette envie d'aller découvrir l'inconnu, parce que du coup, on fait un peu un reset, hein, dans nos personnalités par rapport à ça. Du coup, entre ce qui se construit comme ça en sous-main, dans le terreau et jusqu'à ce que la petite plante, germe, on construit un projet et est-ce que tu peux nous dire un peu, avec l'expérience qui est la tienne, comment on construit ce projet pour en arriver au déménagement? Au déménagement. Donc, nous, en fait, le projet, on l'a construit presque, 1 an en avance. C'est-à-dire que dans l'été, on s'est dit: «Bon, ben, voilà, l'année prochaine, on postule». Voilà, après, nous, on a postulé vraiment, sans être sûr de partir, hein, enfin, on savait pas trop, en fait, s'il y avait beaucoup de demandes. Enfin, voilà, ça, c'était vraiment l'inconnu pour nous. Mais on s'est dit: «Bon, de toute façon, si on veut savoir, il faut aller quand même au bout de la demande». Donc en fait, dans l'été, on a commencé, avec mon conjoint à refaire, bah, un peu des choses administratives, hein, refaire nos CV, refaire nos lettres de motivation, voir un petit peu, voilà, quels étaient les pays dans lesquels on avait envie d'aller. Donc là, en fait, dans ces moments-là, même si c'est d'un point de vue administratif, en fait, on se pose, beaucoup de questions.
On se dit: «Ben, voilà, est-ce qu'on a envie d'aller très loin? Est-ce qu'on se sent d'aller dans un pays où on maîtrise peu la langue?» Enfin voilà, toutes ces questions-là, en fait, on se les est posées quand même assez tôt, pour, justement tout doucement, se faire une idée un petit peu plus précise, en fait, du projet, qu'on avait envie de vivre, à l'étranger. Et à partir de là, on a été, un petit peu guidés, ben, par les textes, français, par le calendrier de détachement, où en fait là, on est obligé de respecter un certain nombre de délais, ben, pour rendre des dossiers, pour faire des demandes, et cetera, et cetera. Et concrètement, c'est en termes administratifs, tu es d'abord allé, vers les organismes qui, proposent de partir à l'étranger ou d'abord vers l'administration française? Alors, en fait, moi, quand, j'ai voulu partir, on a regardé un peu sur internet comment est-ce qu'on pouvait partir, et cetera. Mais le cadre, en fait, moi, j'ai quand même regardé comment se faisaient les détachements, déjà d'un point de vue, voilà, légal avec l'éducation nationale, comment ça fonctionnait. Parce qu'en fait, moi, je connaissais pas trop, hein, les démarches à suivre, voilà, j'avais pas forcément quelqu'un qui avait, vécu ça vraiment dans mon entourage proche. Même si j'en entendais parler, hein, par les collègues, voilà, moi j'ai été remplaçante, justement en Haute-Savoie, donc j'ai été dans plein d'écoles et à chaque fois j'en discutais un petit peu de tout ça avec mes collègues. Donc je savais un petit peu, quelles étaient les agences qui permettaient de partir à l'étranger, mais pour moi c'était pas très clair. Donc il a fallu quand même un petit temps, pour se renseigner, voilà, d'un côté auprès de l'éducation nationale et puis après voir Les les différentes instances agences? qui permettent, voilà, qui Ouais. permettent de partir. Avant de passer aux agences qui permettent, de partir et celles que tu as choisies, est-ce qu'il y a du personnel à l'éducation nationale, au rectorat, à l'inspection qui est à même de répondre à ces questions-là, que tu aurais contacté ou pas du tout? Alors, moi, franchement, j'ai plus, discuté avec des collègues qui étaient OK. partis. Heu, voilà, notamment, je pense à une collègue, qui avait, voilà, eu l'expérience de l'étranger et au Maroc et dans un autre pays d'Amérique du Sud, qui venait de rentrer, donc c'était assez frais dans sa tête. Après, par contre, j'ai été vraiment soutenue par, mon inspectrice, à l'époque, avec qui j'ai pu, discuter, voilà, qui m'a fait une recommandation et vraiment on a discuté de tout ça. Mais elle n'avait pas cette expérience de l'étranger, donc c'était vraiment plus d'un point de vue, administratif, si on veut. Mmh. Mais en tout Al cas, elle m'a soutenue dans ce projet, hein, OK. vraiment. Mmh. On parlait d'agences, enfin, d'organismes avec lesquels partir. Moi, j'en connais 3 3 grands à la Mission laïque, française, l'AEFE et Profs du Monde aussi, qui est une association, sauf erreur de ma part, qui propose de mettre en lien, les enseignants français avec des établissements. Toi, tu as choisi la Mission laïque française. Pourquoi? Un hasard? Un choix réel? Alors, c'est vraiment un choix. En fait, dès le départ, bah, en cherchant, c'est toujours pareil, hein, dans l'été, quand on a commencé à se renseigner pour partir, en fait, je suis tombée sur le site de la Mission laïque française et d'ailleurs qui est aussi, que j'avais vu, en fait, dans notre portail e-prof. En fait, on voit, quelles sont les modalités de départ et il y avait donc cette Mission laïque française. Finalement, au départ, que je connaissais moins que l'AEFE. Mais en fait, en me renseignant un petit peu sur internet, en regardant comment, voilà, quelle était cette association, quelles étaient ses valeurs, comment est-ce qu'il fonctionnait, au niveau du réseau monde, je me suis dit que ça correspondait mieux à mes attentes et voilà, à nos besoins en tant que famille. Donc je me suis tournée, voilà, assez rapidement, vers la mission laïque française. J'espère ne pas trop dire de bêtises. Donc l'AEFE, hein, c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, C'est qui est Oui. une agence d'État. Enfin, c'est une émanation du ministère des Affaires étrangères, sauf erreur de ma part. J'espère ne pas dire de bêtises. Et la Mission laïque française est une association, sauf erreur de ma part. Oui, c'est ça. C'est une association, donc qui fonctionne en fait, dans plusieurs parties du monde, hein. Et là, au Maroc, en fait, la particularité, voilà, ce qui est un petit peu différent des écoles de l'AEFE, c'est que, on va dire, la grande partie des élèves, scolarisés sont des élèves marocains.
Donc voilà, c'est quand même une différence, hein, par rapport à d'autres écoles au Maroc et voilà, donc ça fait partie des particularités. Donc c'est vrai que même moi, en tant qu'enseignante, hein, je l'ai pas dit dans le contexte au départ, mais on est vraiment dans un contexte de plurilinguisme, hein. On a des enfants qui, au Maroc, sont quand même très francophones, puisqu'ils parlent le français à la maison, mais les enfants ont, 5 heures, d'arabe, 3 heures d'anglais. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été aussi une découverte, de travailler avec des enseignants en arabe, en anglais, de travailler, dans le co-enseignement. Voilà, tout ça, ça a été des découvertes, vraiment très intéressantes. Heu, En préparant l'émission, tu me faisais part de l'accompagnement très personnalisé de la mission laïque française. Tu veux bien nous en dire un mot? Parce que c'est quelque chose qui peut être, rassurant. Oui, alors dès le départ, en fait, quand on a commencé à monter nos dossiers, déjà on s'est rendu compte que la plateforme, en fait, était très simple à utiliser. Donc ça, c'était vraiment, très engageant pour nous de se dire: «Bon, bah, en fait, c'est pas compliqué». On voit très vite, en fait, ce qui est attendu de nous, les documents à fournir et cetera. Donc c'était vraiment quelque chose de très facile à utiliser. Et ensuite, en fait, à partir du moment où, on a fait nos vœux, on a été, contactés, en fait, par les établissements et là, en fait, on s'est tout de suite sentis, presque faisant déjà partie de la famille. Et c'est vraiment cette impression qu'on a ressentie, se dire que, bah, voilà, on n'était pas juste un dossier parmi, parmi plein d'autres dossiers, mais qu'il y avait une approche, une dimension assez personnelle. Voilà, on nous a demandé, quels étaient, voilà, un peu nos centres d'intérêt, que ce qu'on venait chercher, en fait, à l'étranger, voilà, comment vivaient nos enfants, ce qu'elles faisaient comme activité pour que en fait, l'établissement choisi soit au plus près de ce qu'on avait envie de faire vivre aussi à nos enfants. Donc vraiment, on s'est sentis rassurés, et très accompagnés, en fait, et par voilà, les proviseurs qui menaient les entretiens et par exemple, la responsable des ressources humaines qui nous a accompagnés vraiment dans les démarches administratives. Mmh. Allez, on passe, le projet est construit, vous savez pourquoi vous avez envie de partir, vous choisissez une agence avec laquelle partir. Concrètement, il y a un calendrier, il y a des choses à ne pas oublier. Est-ce que tu veux bien nous en faire la liste selon le souvenir que tu en as? Oui, alors si on reprend vraiment, depuis le départ, en fait, donc moi je vous l'ai dit, hein, à partir du moment où on y a réfléchi dans l'été, on s'est dit: «Bon, pour pas se sentir débordé», mais voilà, après ça c'est mon côté un peu organisationnel, mais on s'est dit: «On essaye de faire les choses dans les temps, d'essayer d'anticiper un petit peu tout ce qu'on avait à préparer», pour pas après se sentir un petit peu pressé, par rapport à tout ce qu'on avait à faire. Donc moi, à partir du moment où notre décision a été prise, dès le mois de septembre, en fait, j'ai été voir l'inspectrice justement pour lui demander un petit peu quelle était la marche à suivre, est-ce qu'il y avait des demandes particulières à faire et cetera. Donc elle m'a expliqué, elle m'a donné, les dossiers, hein, de détachement qui étaient à remplir et cetera et en fait après, on va dire par, la MLF, dans le dossier, en fait, on voit dans le site internet, tout est expliqué, en fait, quelles sont les pièces jointes à fournir et cetera et ça, je crois que si mes souvenirs sont bons, moi, j'avais fini de constituer mon dossier autour du mois de novembre. Voilà, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était à peu près à cette date-là et à partir du mois de décembre, janvier, on a commencé à faire les entretiens et là, en fait, il y a une autre phase, en fait, qui se met en place parce que quand, on ressent qu'il y a de grandes chances qu'on parte, on se dit qu'il y a tout un ensemble de démarches à faire aussi d'un point de vue personnel, hein. Nous, on avait notre maison, en France, donc on a voilà, il y a aussi toutes ces démarches-là qu'il faut pas oublier, hein, parce qu'elles existent, hein. Oui, Enfin, parce voilà, qu'il il y y a a une il y a le double tâche, en fait. côté Oui, c'est ça. Il exactement. faut lâcher, il faut, préparer son arrivée quelque part, mais il faut lâcher des choses, en France, donc il y a vraiment un double travail. Oui, exactement et ça, je pense qu'il faut en avoir conscience. Alors et à la fois, professionnelle, hein, moi j'étais directrice d'une toute petite école, mais j'avais aussi envie de laisser tout en ordre, voilà, que tout soit,
tout soit clair pour, la rentrée suivante. Donc, il y a toute cette partie-là et puis dans la partie, personnelle aussi, se dire que, ben, voilà, il faut que, voilà, tout soit calé pour que le déménagement se passe bien, voilà, il y a tout un ensemble de choses, en fait, à faire en amont pour qu'on se sente pas un petit peu pressé au mois de mai ou au mois de juin. Et du coup, les réponses définitives arrivent à quelle période? Alors, je crois que les réponses définitives arrivent entre février et mars. Je je crois que c'était ça. Et après alors donc là, il y a la réponse en fait, des proviseurs, hein. Moi, on me l'a annoncé, voilà, c'est madame la proviseure qui m'a dit que c'était bon, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était comme ça et après, en fait, il y a, ce qui était un peu difficile pour moi parce que c'était la première fois, c'est qu'il y a aussi donc, la réponse, on va dire de la MLF et ensuite on doit aussi attendre la réponse du détachement français. Voilà. Donc, ça au départ pour moi, c'était pas très clair. Je me disais: «Mais en fait, vous me dites oui, mais je Oui, suis pas sûre d'avoir mon détachement qui lui arrive quand même beaucoup plus tard». Là, je crois que c'était en mai ou et donc il y a quand même eu pour moi ce petit moment d'incertitude à me dire: «Ouh là là, mais je suis en train de faire toutes les démarches oui, pour, oui. mettre ma maison en location et j'ai pas encore, mon détachement» et en fait, ils m'ont expliqué que c'était plus enfin, en tout cas, en Haute-Savoie, que c'était, très rarement refusé et que c'était plus voilà, une lenteur un petit peu administrative, mais que Oui, c'est ça. C'est voilà. c'est une non-coordination des calendriers, mais a priori, il y a aucune raison que le détachement, ne soit pas accordé, quoi. Oui, voilà, donc après, en tout cas, je parle, voilà, pour moi, il y a pas eu de souci et on m'avait dit qu'en Haute-Savoie, ça posait quand même rarement problème, donc Donc un travail, quand on a décidé, il y a un travail de OK, administratif, on se prépare, on va lâcher quoi? On arrive où? Et quand on arrive à l'étranger et ben, là aussi, il y a quelques démarches à faire. La carte de résidence, par exemple. oui, donc nous, en fait, on était peut-être trop dans l'anticipation, donc on est arrivé très tôt au Maroc, on est arrivé au mois d'août. Et en fait, là, on s'est rendu compte, bah, qu'on était tout seul, il y avait Oui, c'est ça. personne encore. Donc, en fait, on s'était dit: «Ah là là, on va venir très tôt, pour faire toutes les formalités, pour qu'en septembre, tout soit prêt et cetera» et là, voilà, c'est l'erreur, en fait, de débutant, je pense. Donc en fait, on a dû attendre, bien sûr, que les gens, soient au cœur de l'établissement et repris le travail et cetera parce qu'en fait, au 4 août, personne n'était là. Oui, puis Ce qui surtout que était normal. ton contrat commençait au 1er septembre, finalement. Voilà, oui, oui, exactement, mais c'est vrai qu'en fait, on n'y pense pas, quand on part, enfin voilà, on est quand même enfin nous, on était pressés, hein, d'aller voir, heu, d'aller voir le Maroc. Donc voilà et après à partir du mois de septembre, alors là, c'est la période, qui est quand même un peu difficile, hein, il faut le dire, hein, parce qu'en fait, il y a toute la nouveauté, du travail, hein, qui est quand même, un petit peu différente, moi, en plus, j'avais un nouveau niveau, donc voilà, toute la préparation, de classe, hein et toute la partie administrative qui est quand même assez conséquente. Nous, on a été très très aiguillés, très épaulés. En fait, voilà, il y a tout un ensemble de documents, à fournir. Après, c'est vrai qu'au Maroc, il y a un fonctionnement qui est différent de la France, hein, donc il faut aussi connaître tout ça, de se dire: «Ah, il faut aller certifié conforme». Moi, je dis: «Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi certifié conforme?» Donc en fait, tout ça, c'est des et c'est vrai que les collègues qui sont là depuis très longtemps, tu parles comme c'était une évidence et c'est vrai qu'au départ, on dit: «Non, mais j'ai pas compris en fait ce que tu me dis», donc voilà, il faut un petit peu de temps, mais en fait, on est quand même, vraiment, aiguillés, assistés et il y a toujours nous, dans l'établissement, il y a une personne ressource qui nous aide à faire tous ces papiers, donc que ça soit la carte de résident ou les formalités pour, l'immatriculation de la voiture, voilà, tout Ah, ça, très on a bien. quand Ah même oui, OK. été, Mmh. ouais, 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 on a été aidés pour tout ça. Et oui, je crois que, bah, si on boucle avec, ce qu'on s'est dit au début, c'est qu'on part aussi pour ça, découvrir quelque chose. On le touche un peu du doigt quand on voyage, on fait un reset des habitudes qu'on a, du vocabulaire qu'on a et bah, c'est pour ça qu'on part. Voilà, donc il y a un moment où on met les mains dans le cambouis et il y a quelques mois effectivement d'adaptation, mais qui sont tellement, tellement enrichissants. Toi, avec le recul,
qu'est-ce que tu peux dire? Alors le petit recul parce que c'est ta première année, sauf erreur de ma part? Alors moi, c'est mon premier Ah oui, détachement, mais ça fait 2 ans, voilà, OK, ça fait c'est ma troisième rentrée là. super, très bien. Donc juste ce qu'il faut pour nous dire, voilà, qu'est-ce que ça apprend? Avec quoi tu en ressors déjà au bout de 2 ans et demi de cette expatriation? Alors déjà, je pense la première chose, c'est, cette fierté de se dire: «On l'a fait». Et ça, je crois que c'est vraiment important parce que, quand c'est quelque chose, à laquelle on pense en fait, depuis quand même un petit moment, cette aventure, il y a vraiment ce plaisir de se dire, «J'ai été au bout, c'est quelque chose que j'avais envie, qui me tenait à cœur», et même si parfois il y a eu des moments un petit peu difficiles, on est allé au bout. Et nous vraiment on a la chance, voilà, que cette expatriation se passe très bien. Donc en fait, on a envie de rester, hein, clairement. Donc c'est vraiment c'est vraiment une réussite. Après tout ce que ça nous a apporté, il y a vraiment les encore une fois les 2 points de vue, hein. Pour moi, ça on peut pas les détacher. En fait, ce que ça nous a apporté d'un point de vue, voilà, personnel, en fait, ce qu'on a créé, en famille, c'est assez indescriptible, mais finalement de se dire qu'on on est ensemble, voilà, mon conjoint, mes enfants, de se dire qu'on vit ça tous les 4. Je trouve que ça renforce, voilà, nos liens puisque en fait, chacun a dû trouver sa place aussi, voilà, dans ce nouveau pays, se faire des nouveaux amis. Donc t vraiment, je trouve que tout ça, ça a été vraiment très, très riche. Et puis après, il y a tout le côté professionnel où pour moi, c'était vraiment important, en fait, de continuer à apprendre. Alors, je dis pas que j'apprenais pas en France, hein, c'est pas du tout ça, mais c'était d'apprendre autrement au travers d'autres, contacts, d'autres collègues. Et là, c'est vrai que quand on discute avec, les enseignants d'arabe qui nous expliquent comment ils apprennent la langue, comment est-ce qu'on apprend à lire en arabe. Voilà, pour moi, en fait, je redeviens un petit élève qui ouvre grand les yeux et qui a envie d'apprendre et vraiment tout ça, c'est très, très riche. Tes enfants sont scolarisés dans le même établissement, que toi? Oui, OK. oui, oui, donc j'ai une fille qui a fait son entrée au collège, donc qui est en sixième, et une autre qui est en CM1. Petit détail technique, la scolarité, sur ces écoles-là, pour les élèves marocains est payante et Oui. pour, heu, les parents, comme toi, enseignants et enseignantes dans l'établissement, il en est quoi? Alors, à partir du moment, où on est à temps plein, où on travaille à temps plein dans l'établissement, en fait, les frais de scolarité, sont offerts pour, le personnel. Donc en fait, nous, on ne paye que, bah, la cantine, enfin tout ce qui relève de ce qu'on consomme, en fait, dans l'établissement. Oui, mais c'est important de le savoir et de ne pas l enfin Ouais. voilà, parce que ça peut être un frein. Oui, oui, ça peut être un frein, Ouais, mais tout à voilà, en fait. tout cas, Mmh. c'est vraiment, une grande chance que nos élèves enfin, que Tout à nos fait. enfants soient scolarisés gratuitement. Tu parlais de tes apprentissages en tant, que personne adulte et les enfants, est-ce que tu arrives à mettre des mots sur, ce que ça développe, chez elles? Puisque tu as 2 filles. Alors du coup, pour elle, c'est vraiment, la découverte, alors à la fois d'une autre, culture, hein, parce que, voilà, moi, ma fille, enfin mes 2 filles, hein, leurs amis, sont marocains, donc en fait, elles vivent les anniversaires, elles les font chez leurs copains, enfin voilà, donc et il y a toute cette approche aussi de la langue, en fait, qui était, voilà, très importante, pour nous. Certainement parce qu'aussi nous, en tant qu'adultes, on n'a pas forcément eu l'opportunité de partir à l'étranger, de développer, voilà, des compétences, dans ce domaine. Et avec mon conjoint, on trouvait que c'était vraiment un manque. Et là, en fait, on se rend compte que, ben, nos filles, elles sont baignées, en fait, dans un bain langagier, à la fois en anglais, à la fois en arabe, et que, parfois, je les entends, en fait, chantonner en arabe, je trouve ça vraiment exceptionnel. Ou quand, je vois ma petite, qui joue encore à la maîtresse et qui joue à la maîtresse en arabe, je me dis: «Waouh, ça y est, en fait, l'objectif est atteint, quoi». C'est vraiment chouette. Hem, Est-ce que tu sais identifier quelles compétences, prioritaires il t'a fallu, développer sur ce projet? Tant, dans la préparation que ensuite dans cette adaptation et dans cette manière de vivre au mieux cette expatriation?
Alors, je pense que l'idée, c'est vraiment d'accepter de s'adapter. Vraiment. Je Agilité, pense que est-ce que c'est ce terme-là? Oui. oui, c'est ça et puis, c'est je pense, être capable en fait de mettre, aussi de côté ce qu'on a vécu avant pour, ne pas être dans la comparaison. De se dire, Tout à fait. Ouais, c'était comme ci, ah, c'était comme ça, ah». Bon, bah, en fait, on est dans un pays, différent, on est dans une école différente avec des collègues qui ont des expériences multiples, qui viennent parfois, de l'autre bout du monde, qui ont eu des carrières auparavant donc vraiment, je pense qu'à un moment donné, il faut être prêt à vivre autre chose sans comparer avec, ce qu'on a vécu, en France. Vraiment, pour moi, c'est très important si on veut bien le vivre, en tout cas. oui, oui, mais je suis assez d'accord avec ça et c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber parce qu'on peut rencontrer, des expatriés qui n'ont pas forcément cet état d'esprit et qui sont tout le temps dans cette comparaison et je trouve qu'on s'allège l'esprit et le cœur à ne pas être dans cette comparaison. On est à cet endroit-là, on est à cet endroit-là et on peut être critique, hein, mais Oui, voilà, c'est ça. c'est pas dans la comparaison. Enfin, notre organisation de société n'est pas la norme. Voilà, donc on n'a pas à ramener constamment à cette supposée norme. Oui, oui, c'est ça et je pense que ça permet, de bien vivre le quotidien, en fait, de se dire: «Ben, voilà, heu, le pays fonctionne de telle manière». En fait, soit on l'accepte et on s'adapte et en fait, encore une fois, c'est pas dire que tout nous convient, mais en tout cas, c'est comme ça C'est ça. et voilà, en Ouais, tout ouais, cas, tout nous, à on se fait. pose pas trop de questions et ça se passe très bien. Oui, oui, et tu parlais tout à l'heure dans les formalités administratives à remplir quand on arrive au Maroc, notamment. Moi, c'est la seule que je connaisse. Voilà, il faut aller faire, tamponner, tous ces documents et ben, tu peux te retrouver à il y a personne et ça va. Il y a plein de monde dans la queue et tu peux attendre 1 heure, peut-être 2 heures. Voilà, c'est ça. Tu personne, mais tu personne au guichet. Enfin, voilà, il y a tout un tas de possibilités et OK, c'est comme ça, voilà. Donc la Ouais, prochaine c'est fois, comme je ça. prendrai un bouquin, quoi. Exactement et en même temps, il y a ce côté parfois qui peut être difficile parce que, on a moins cette habitude-là en France de patienter, de pas forcément comprendre, comment ça fonctionne et en même temps, nous, on a trouvé, au Maroc que tout était, quand même facile. Mais mâchi En mouchkil. fait, il y a voilà, exactement, il y a cette espèce de, de facilité et en fait, dès qu'on a un problème, il y a toujours quelqu'un, en fait, qui va essayer de C'est résoudre vrai, notre problème donc vraiment, nous, on s'est jamais sentis, ni seuls, ni dans l'embarras, voilà, t les gens sont quand même, très, très solidaires et ont envie que ça se passe bien pour nous donc on n'a vraiment jamais été en difficulté, dans ces moments-là, même si voilà, c'est peut-être différent des formalités en France, mais en tout cas, il y a voilà, on n'a jamais eu de difficulté et on s'est jamais sentis seuls, en tout cas. oui, oui, et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que finalement cette compétence d'agilité, c'est, heu, devant l'inconnu, ben, on a peur, enfin, voilà, on peut être, stressé, inquiet et on va se rattacher à ce qu'on connaît et donc on va être tenté de comparer et notamment au Maroc, on peut se dire qu'il y a jamais de problème. Enfin et c'est vraiment une phrase tellement présente dans la culture que OK, de toute manière ça va le faire. Peut-être avec un peu plus de temps, avec des chemins, qu'on avait imaginés droits et ben, il y a un peu plus de virages, mais ça le fait, quoi et pour avoir discuté avec d'autres personnes qui sont parties, dans d'autres pays, bah, c'est pareil. Enfin voilà, il y a suffisamment de personnes, expatriées qui peuvent répondre et qui peuvent nous accompagner. Donc c'est merci de mettre le doigt sur cette compétence de est-ce qu'on est capable de se laisser aller à quelque chose qu'on ne connaît pas? Ouais, c'est vraiment ça et je pense que, en fait, il faut être serein aussi dans le sens où on n'est jamais seul. Vraiment, enfin, moi, c'était, quelque chose que j'appréhendais, en fait, de justement de me retrouver un peu dans une bulle, à me dire, en fait, on ne sait pas comment ça va se passer quand on n'est pas parti. Donc, moi, je m'imaginais être, voilà, avec ma petite famille, toute seule, dans voilà, dans une ville, un quartier que je connaissais pas et en fait, très vite, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas
et on a pu, bon, c'est vrai que même, la chef d'établissement nous avait mis en lien avec, des enseignants, d'EPS du lycée. Donc en fait, on était déjà en contact avec eux avant d'arriver. On les a vus un petit peu dans l'été et en fait, on s'est rendu compte que, vraiment cet état d'esprit de se dire: «On va vers les autres», était vraiment très important et c'est vrai que c'est quelque chose que, en France, j'avais eu du mal à trouver, vraiment. Et oui, et oui, oui, non, mais tout à fait. Et ça, c'est sur la communauté, d'expatriés, mais c'est aussi valable quand on arrive dans un quartier en tant qu'étranger, il y a un vrai accueil de la population. Moi, j'habitais dans un tout petit village berbère, mais forcément, enfin, on n'est jamais seul. Hein, il y a vraiment, tout le monde, enfin, les voisins viennent vite, nous voir en disant: «Vous avez besoin On est de quelque là. chose? On est là, OK». Et là, on se dit: «OK, bon, bah, c'est facile finalement». Ah oui, oui, mais nous, c'est exactement la même chose. En fait, notre voisin, nous a tout de suite, voilà, dit: «Si vous avez le moindre problème, vous venez». Donc nous, c'est vrai, en plus, c'était un peu la période de fin de covid, mais donc il nous a aidés, voilà, on est allé chez le pacha avec lui, il nous a expliqué plein de choses, il nous a invités à manger, il nous a expliqué, dans quel restaurant aller, ce qu'il fa Ouais, c'est génial, et en ouais. fait, on s'est dit: «Ah bah, ça va, en fait, Mais ouais, voilà, ouais, ouais, tout à ce que fait. parfois on avait mis, des années à construire dans un autre département, là, en fait, on l'a fait en une journée». Donc C'est ça, bon, bah, voilà. On est passé du ouais. bonjour à aller déjeuner, Voilà, exactement. Je ouais, trouve tout à qu'il y a fait. pas de barrière, il y a pas de barrière, en fait. On crée pas des barrières inutiles, quoi. C'est Donc vrai. si on est ouvert, voilà, vraiment, vraiment tout est facile. Bah, ça donne envie, hein. Moi, ça me donnerait envie de repartir, Ouais. dis-moi, dis donc. Hem, Allez, avant de conclure, si tu avais un conseil, allez, ou 2 conseils à donner à des gens qui se disent: «Ah tiens, pourquoi pas?» Ce serait lesquels? Alors un conseil, alors, je pense que pour bien le vivre, il y a cette idée d'anticipation aussi. Je pense que c'est important, de se poser avec son conjoint et de fixer un petit peu, tout ce qu'on a envie de faire sans être dans la précipitation et je pense que c'est important aussi de pas se voiler la face sur quelque chose, voilà, d'être au clair en fait et de se dire: «Bon voilà, qu'est-ce qui nous attend? Quels sont les points positifs? Qu'est-ce qui est négatif?» Voilà, je pense qu'il faut anticiper tout ça, toutes ces questions en fait qu'on peut se poser et je pense que c'est important aussi de peut-être aller demander conseil auprès de ceux qui l'ont déjà vécu. Même si on n'a pas tous la même expérience, hein, c'est sûr, mais c'est important, je pense, de demander, en fait, voilà, d'essayer de voir, auprès d'autres, Oui. Parce que ça pour permet aussi comprendre un de peu. poser les questions qui nous semblent peut-être anodines et on se dit: «Non, mais je vais pas poser cette question», mais il y a des questions très logistiques, très, hem, ouais, très précises, de l'ordre du quotidien qui peuvent complètement rassurer et dire: «Ah oui, OK, d'accord, il y a pas de souci». Donc aucune question, ne doit être taboue dans ce moment de préparation, en se disant: «OK, ça m'inquiète, j'ai besoin de savoir, faut que je trouve une réponse, quoi». Oui, non, mais voilà, je pense qu'il faut, se poser les bonnes questions et d'un point de vue professionnel et je pense que c'est important de se les poser aussi d'un point de vue personnel. Vraiment de se dire, voilà, qu'est-ce que la famille attend de cette expatriation? Qu'est-ce qu'on est prêt à laisser, mais qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à laisser? Enfin, voilà, nous, par exemple, nos filles font de la musique, on n'avait pas envie de laisser ça. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie qu'elles ne puissent pas jouer de la musique, au Maroc donc voilà, on s'était dit: «Ah, c'est important aussi de trouver, voilà, une ville où elles puissent, exercer Tout leur à fait. passion» donc voilà, je pense que c'est important de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de laisser et et ce sur quoi on est prêt à lâcher, quoi. Si on résume, hein, identifier ce qui pourrait être des signes, d'envie de bouger, se projeter ailleurs, construire un projet et avoir l'audace de sortir de sa classe. Merci, mais merci, merci beaucoup Magali pour cette inspiration. Alors je ne sais pas si c'est toi qui as noté ça, dans notre conducteur ou si c'est moi, je ne sais plus. Est-ce que c'est toi qui as dit, «Lance-toi, ose»? C'est toi Oui, qui as c'est écrit moi. ça? Alors Ouais, je c'est vais je moi. vais le lire parce que, bah, ça sera le mot de la fin. «Lance-toi, D'accord. ose, c'est une expérience intense et inoubliable
qui permet de découvrir un nouveau lieu de vie, une autre culture, d'autres manières de travailler avec des collègues venus des quatre coins du monde. Merci beaucoup, Magali. Merci, merci.